Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous allons commencer tout de suite par ces rumeurs qui sembleraient prouver que le gouvernement a bien reçu le message du scrutin de dimanche au départemental. En effet, le gouvernement étudierait un plan permettant de déduire 50 à 60% des intérêts immobiliers, donc des intérêts d'emprunt, de ces impôts. Les plus-values boursières également cesseraient d'être imposées à 35% et on reviendrait à la situation antérieure au gouvernement Sarkozy, c'est-à-dire aux alentours de 15%. Et puis aux États-Unis, ce qui ne va certainement pas déplaire à la bourse, Janet Yellen aurait finalement résolu de ne pas monter les taux cette année et d'attendre éventuellement que les classes dites populaires voient leur salaire augmenter d'au moins 5% avant d'autoriser une hausse de taux. Sinon, il faut refaire un quantitative easing, mais cette fois-ci qui sera destiné exclusivement aux ménages les plus pauvres des États-Unis. Oui, nous sommes le 1er avril. Ne rêvez pas, non, le gouvernement français n'étudie évidemment pas de nouveaux plans de soutien à l'immobilier. Non, évidemment, on ne va pas réduire le taux d'imposition des plus-values boursières. Et aux États-Unis, il n'est pas question de la moindre mesure qui viserait à enrichir les 80% d'Américains les moins favorisés. Tout va continuer comme avant, naturellement. Il faut toujours soutenir les plus riches. Alors, qu'est-ce que font les plus riches depuis quelque temps? Eh bien, il y en a quand même qui commencent à vendre un petit peu de papier. On l'a vu donc avec Bolloré sortant d'Havas, avec Colony et Euraseo sortant d'Accor. On a vu Wendel sortir d'Atos. On voit BPI France sortir de Valeo. La liste est longue. Donc ce qu'on appelle la smart money commence peut-être à trouver le marché un petit peu cher. Mais dans un contexte où ce sont les banques centrales qui font les prix, c'est un message, généralement, qui prouve que la psychologie du marché est en train de se retourner. Là, l'acheteur n'a pas de psychologie. Ce n'est pas les foules. Non, ce ne sont pas les foules. C'est un pilote seul dans son cockpit où, je vous le répète, personne d'autre ne peut rentrer. Il n'y a pas aucune commission devant laquelle une banque centrale doive rendre des comptes. Aucun gouvernant, aussi puissant qu'il soit, ne peut dicter sa conduite à Mario Draghi, à Janet Yellen ou à M. Kuroda, quoique au Japon, c'est bien M. Abe qui semble fonctionner en tandem avec M. Kuroda, mais en fait, les deux sont des adeptes de la planche à billets. Donc, vous le voyez, nous sommes dans un monde très dangereux puisque nous dépendons soit de la sagesse, soit de la folie d'un seul homme sur le continent américain, d'une seule femme sur le continent américain, d'un seul homme sur le continent européen et d'un seul homme sur la zone toujours dominée économiquement par le Japon. Alors les taux, eux, sont arrivés aujourd'hui à des niveaux invraisemblable. On pensait, après l'année 2014, qu'il était impossible de reproduire le même genre de performance de croissance de 12 à 15% du marché obligataire. Eh bien, depuis le début de l'année, ça s'est encore accéléré, puisque les OAT sont passés de 0,95 à 0,45, les Bunds allemands de 0,54 à 0,16 hier, division presque par 4, oui, même par 4, exactement. Les taux longs italiens sont retombés de 1,95 à 1,21, 1,22, ça fait pratiquement 70 points de base. Autrement dit, depuis le début de l'année, on est entre plus 3 à 3,5% de hausse sur les Bunds et plus 6 à plus 7% déjà sur les dettes souveraines périphériques. Autrement dit, on est parti sur une pente annuelle de plus 25%. Ça sera encore plus fort que 2014. Évidemment, ce n'est pas possible. Ça supposerait que les taux longs allemands passent en négatif, qu'on soit sous les 1% sur la dette espagnole et italienne. Là, véritablement, j'ai un gros problème théorique avec ce genre de scénario. Ce qui n'est pas
tenable non plus, c'est le rythme des fusions-acquisitions aux États-Unis. On en est à 815 milliards depuis le 1er janvier, sachant que en 2007, où on avait battu un record de fusion-acquisition, on était alors à 1850 milliards d'opérations. Nous en sommes déjà à 815 milliards en seulement 3 mois. On est parti sur une pente de 3300 milliards d'euros d'opérations et 3500 milliards aux États-Unis. 1800, 3500, 3600. Autrement dit, l'année 2015 verrait un doublement du volume de fusion-acquisition par rapport au précédent record historique sur une année pleine qui était 2007. Et on nous dit que le marché ne peut que continuer de monter. Oui, vous voyez, on est là devant un emballement qui est tel qu'il n'y a pas de référent historique et que personne ne sait en fait comment s'écrit l'histoire après de tels mouvements sur les taux, sur les fusions-acquisitions. La seule chose que l'on constate par ailleurs, c'est toujours une absence d'inflation aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et même on est sur un cycle déflationniste maintenant en Chine, d'où les rumeurs d'éventuels supports monétaires ou quels qu'ils soient. Et on est également sur une contraction de l'activité industrielle, ce qui paraît complètement insensé, au Japon et aux États-Unis. Et enfin, en France, malgré des taux très bas, malgré un immobilier qui rebaisse, et malgré un dollar extrêmement fort, qui prend 22% en un an, ça aurait dû nous renvoyer une clientèle d'acheteurs américains qui devraient se ruer sur tous les biens de haute qualité sur Paris. Et en fait, cela ne se produit pas. Bref, tout ce que l'on attend classiquement ne se produit pas, et ce qui semble intenable parce que le rythme est trop effréné, eh bien cela se prolonge et s'amplifie. Baisse donc des taux et hausse des marchés obligataires et opérations de fusion-acquisition et de rachat de titres aux États-Unis. Voilà donc l'histoire reste à écrire et nous ne savons vraiment pas de quelle couleur sera le prochain chapitre. Ça pourrait être de la couleur d'un cygne noir.